Eh ben, merci à tous de venir écouter nos 4 orateurs qui vont vous parler de la biodiversité comme une partie de la solution pour faire du bas carbone. J'ai à mes côtés donc Jean-Éric Fournier qui est directeur du développement durable de Covivio et dans l'ordre. Coralie Reynaud-Morin donc, qui est directrice paysage de Symbiose. Symbiose, c'est une filiale d'un cabinet d'architecte qui s'appelle Bouchot Architecture. Clémence Béchu, qui est directrice générale associée de l'agence Béchu et Associés, architecte aussi. Et puis Julien, qui s'appelle en fait Maxime. Maxime Langtuy, qui remplace Julien, qui a été retenu par ailleurs. Et donc Maxime, donc toi tu es aussi directeur RSE de Altaria Cogidim, c'est ça? Chez Woodeum, pardon, oui. Woodeum qui est chez Altaria Cogidim, voilà. En tout cas, donc merci à vous 4 de nous éclairer sur ce sujet de biodiversité. On a eu tout à l'heure en préambule une première intervention de Hélène Génin de BBCA et d'Olivia Conil-Lacoste du CIBI qui ont vraiment fait le lien et expliqué pourquoi la biodiversité avait toute sa place dans un salon du bas carbone. Mais là, on va vraiment parler solutions et on va commencer par toi, Jean-Éric, en nous expliquant pourquoi la biodiversité dans l'immobilier est un enjeu extrêmement important et il faut le travailler. Faut que tu appuies dessus. Alors, attends. Normalement, il est allumé. Ah, c'est bon, voilà, vous m'entendez ? Super, on t'entend très bien. Très bien. Ouais, on a pour l'instant le constat d'un effondrement de la biodiversité à l'échelle mondiale. En gros, un tiers à peu près des espèces faune et flore sont menacées. Et il y a une prise de conscience qui est en train de se faire autour de ça. Et puis un autre élément de prise de conscience, c'est le fait que 50% du produit intérieur brut mondial est réalisé très étroitement grâce à la biodiversité. Et donc on a pour les entreprises, pour un certain nombre de secteurs aussi un intérêt vital. Et puis pour l'homme, tout simplement, un intérêt vital pour sa survie. Alors les deux derniers points, je dirais, sont pour moi un peu le petit côté de la lorgnette. Je pense qu'il faut se soucier de la biodiversité au-delà du simple constat nombrilique. Chez Covivio, on essaie de faire en sorte que chaque opération de construction, de développement, soit un levier de biodiversité, c'est-à-dire à la mesure de nos opérations. Et on y reviendra, comment on peut faire pour en faire un levier de biodiversité. C'est un sujet ancien chez nous. Dès 2010, en fait, on a écrit 2 chartes. L'une pour les immeubles à construire ou à rénover, l'autre pour les immeubles en exploitation. Et en fait, si on observe ces chartes, eh bien, pour la construction, ça nous permettait d'obtenir assez facilement le label Biodiversity. Et pour l'exploitation, Eve Écojardin et maintenant Biodiversity Life. Dire aussi qu'aujourd'hui, on a un changement d'échelle en fait, dans cette appréciation. Il y a 20 ans, en fait, les espaces verts d'un immeuble de bureau, c'était une pelouse avec une haie autour. Aujourd'hui, il y a une prise de hauteur et que nous, on exerce déjà depuis longtemps, en travaillant avec des écologues, de manière à mieux intégrer l'immeuble dans son environnement. C'est tout le sujet des trames vertes. On peut dire aussi trames bleues, mais en tout cas, trames de vie des espèces, faune et flore, qu'on s'emploie à faciliter leur existence, avec des corridors écologiques et en prenant conscience que notre immeuble, nos terrains sont un point de continuité par rapport à ce qu'il y a autour. Voilà, j'ai encore des notes pour tenir 1 heure, mais je vais peut-être te laisser poser une autre question. On va essayer d'être équitable et on va essayer de laisser la parole aux autres. Clémence, on a entendu, Jean-Éric nous disait qu'il travaillait le sujet de la biodiversité avec des écologues. On a très longtemps considéré que l'immobilier, le bâtiment et notamment les architectes, la seule chose qu'ils savaient faire, c'était couler du béton et imperméabiliser. Comment au sein de l'agence vous êtes saisi de ce sujet-là et vous en avez fait un levier d'amélioration de la qualité des immeubles? Est-ce qu'il est branché? Il faut qu'il soit vert. Voilà, là c'est bon. Voilà, super. Okay. Donc j'ai la chance d'appartenir à une lignée familiale d'architectes, donc je représente la 4e génération. Ce qui fait qu'au-delà d'être née avec un casque de chantier sur la tête, j'ai eu la chance d'écouter depuis toute petite maintes histoires d'architectes et surtout d'apprendre la manière dont notre métier avait muté
au regard de changements de contexte socio-économique. Ça implique que très jeune, j'ai pris conscience de la responsabilité qu'avait l'architecte d'être toujours en avance de phase sur ce qui se passe, dans un mode prospectiviste, sans renier l'histoire bien évidemment, mais pour pouvoir développer des solutions qui soient durables, quel que soit le sujet. Par exemple, en 1958, mon grand-père, dans une France en reconstruction, concevait déjà des logements en cloison modulaire préfabriqués pour accompagner le parcours de logement des familles. Et dans cette perspective-là, il concevait aussi déjà des maisons bioclimatiques qui existent toujours aujourd'hui et qui sont encore d'une qualité architecturale et d'un modernisme fantastique. Alors oui, du bétonnage, il y en a eu, mais heureusement, il y a beaucoup d'architectes qui ont fait des œuvres magnifiques et qui sont toujours aujourd'hui là. Le lieu dans lequel on est aujourd'hui en est l'exemple. Un lieu qui est très symbolique dans le cadre du CIPCA, puisque c'est un lieu qui est le symbole d'une révolution industrielle, et on est aujourd'hui à la veille d'une nouvelle révolution industrielle, et c'est très beau que le CIPCA se passe ici. Mais il est vrai qu'en parallèle, tout au long du XXe siècle, on a financiarisé l'immobilier. Et c'est ce qui a sans doute appauvri la qualité architecturale, qui s'est retrouvée, l'architecture s'est retrouvée intégrée dans des modèles financiers, avec l'argent pris comme finalité et non pas comme moyen, et donc avec un nivellement de l'architecture par le bas, et avec en plus de ça des architectures complètement décorrélées des racines des villes dans lesquelles on les a fait pousser. Alors aujourd'hui on revient sur cela, parce que l'immobilier n'est pas un produit financier, l'immobilier ça doit être un outil de vie. Et dans ce contexte, l'architecture peut être un levier puissant d'anticipation, à condition d'y remettre le lien social, la résilience et tous les enjeux dont on parle au cœur de la fabrique d'un projet. D'autant plus dans une époque qui est celle dans laquelle on est, où on n'a jamais eu autant de transitions qui se juxtaposent, qu'on parle de transition démographique, sociétale, numérique, technologique, environnementale, évidemment. Et on sait qu'aujourd'hui, l'humanité habite principalement dans des villes. Donc 80% de l'humanité d'ici 2050 habitera en milieu urbain, dans des villes qui sont les principales causes de l'accélération du changement climatique, mais aussi ses principales victimes. Donc il faut agir sur la ville si on veut s'occuper de préserver l'humanité. Alors donc nous, oui, on plaide pour une rupture d'un modèle hérité du XXe siècle, marqué par l'étalement, la spécialisation fonctionnelle et la financiarisation du bâti. Guidé par une phrase qui régit notre quotidien d'agence, qui est la suivante: pour être durable, un projet doit naître de ses racines et chacun de nos choix guidés par la responsabilité que nous avons envers le vivant. Et donc au-delà du respect de l'histoire, de ses racines, de l'environnement, notre démarche consiste toujours à prendre un projet avec une approche urbaine pour concevoir les vides avant les pleins et intégrer trame verte, trame bleue. Et pour cela, j'avais pris un projet, on peut mettre le premier slide peut-être ? On les verra après. Ah oui, non, tu voulais. Oui, effectivement, pardon. Tu voulais d'abord. C'est pas grave, j'avais une petite histoire à raconter. Vas-y. Donc, c'est pas cette présentation-là, c'est la troisième. C'est pas celle-ci non plus, c'est l'autre encore. Voilà, c'est parfait. Voilà. Alors, donc, ça, c'est un projet qui remonte déjà à plus de 20 ans, que je connais bien parce que je l'ai suivi, j'habitais en Chine à ce moment-là. Donc c'est le China Executive Leadership Academy of Pudong. C'est une école qui est une sorte de combo entre l'ENA et l'INSEAD, où sont formés les plus hauts fonctionnaires du pays de plus de 20 ans d'expérience, dans le cadre de programmes exécutifs partagés avec des universités étrangères. À l'époque, on a répondu à un grand concours international devant les plus grandes agences. Et on a gagné grâce à deux choses. D'abord, le fait de proposer un concept qui soit très fort et qui s'intègre dans la culture locale, à savoir une grande table rouge qui revisite la table du maître qui enseigne à son élève. Et puis une approche urbaine avec un bioclimatisme très intégré, où on est allé, qui s'est mis complètement à l'opposé des systèmes très orthonormés et minéralisés hérités d'une certaine époque soviétique des années 60, où nous, on est venu en opposition du système urbain orthonormé en travaillant avec la course du soleil, avec les vents et en développant un grand parc avec 35 000 arbres qu'on a plantés et toute une trame bleue. Ça, on sait que c'est un projet, bon, à l'époque il a gagné un grand projet en Chine qui est un grand prix, et on sait que c'est un projet qui a participé à créer un précédent en Chine dans la manière de faire la ville, pour tous les retours qu'on en a eu, et notamment pour une petite anecdote, l'année dernière j'ai le dean de l'université qui est venu nous voir, qui n'était pas venu en France depuis des années en raison du Covid et des années post-Covid, et qui nous a expliqué que depuis 2005 il y avait plus de 90 campus qui avaient été développés dans toute la Chine, tous inspirés de cette approche bioclimatique et du symbole fort qu'on y avait mis,
et dans lesquels chaque enseignement, m'a-t-il dit, commence toujours par l'explication du projet architectural. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'architecture peut réellement être un levier puissant d'anticipation, de sensibilisation et de pédagogie, et ça rend notre métier d'autant plus responsable en la matière. Merci beaucoup. On a parlé d'écologues pour créer la nature, on a parlé de nature à travers le vent, le soleil, les espaces verts, les trames vertes, les trames bleues. Coralie, chez Symbiose, vous avez aussi traité le sujet de la biodiversité sous l'angle d'une solution pour gérer la résilience et l'adaptation au changement climatique. Vous avez appelé microclimat, je te laisse nous en dire quelques mots. Alors tout à fait. Microclimat en fait se définit par la biodiversité. Pour faire un petit contexte, on va dire, de définition, la biodiversité, c'est la variabilité des êtres vivants. Quand on part de là, on se rend compte que les êtres vivants interagissent entre eux. On va s'intéresser à la manière dont on interagit entre êtres vivants, entre plantes, entre animaux, et inversement, mais aussi la connexion avec le milieu. Comment toutes ces interactions se passent, ça s'appelle un écosystème. Dans un écosystème, du coup, on va avoir une espèce de toile qui va se tisser, et finalement, l'être humain, on fait partie de ces êtres vivants. Et par conséquent, ça nous semblait assez intéressant en tant qu'architecte, du coup, d'aller réintroduire l'homme dans cet écosystème. Quand on voit la ville aujourd'hui, on se rend compte que justement, c'est notre milieu avec lequel on interagit, mais en créant ce milieu, on a mis de la distance en fait avec le reste de la biodiversité. On a mis à l'extérieur des villes les autres êtres vivants, ceux qui nous nourrissent, ceux avec qui on cohabite, ceux qui faisaient qu'en fait on arrivait à vivre au quotidien. Et ceux qui sont restés en ville, on a fait en sorte de moins les voir, d'être moins en interaction. Comme mes collègues l'ont dit avant, aujourd'hui on se rend bien compte que nos villes sont plus viables. Et finalement, si on part de cette idée d'écosystème, ça peut être intéressant de se dire que pour rendre plus vivables nos villes, il peut être intéressant d'aller enrichir notre écosystème pour le rendre plus résilient. Parce qu'un écosystème, certes, ça peut paraître fragile, mais en fait, ça a sa richesse et ça a sa stabilité, sa pérennité dans sa diversité. Quand on part de là en architecture, justement, quand on fait une réhabilitation, on va parler du bâtiment. On va s'intéresser à cette partie construite, non vivante. Et qui est un peu le corps de notre métier, et puis d'ailleurs chez Béchu aussi, je crois. C'est un peu le corps de notre métier. De là, on s'est dit, de manière assez intuitive, parce qu'en architecture, l'intuition est quand même très importante, et il faut quand même souvent l'écouter. Et le paysage peut être une belle réponse. Une belle réponse, donc avec le paysage, donc réintroduire la végétation, réintroduire du coup de manière indirecte des autres êtres vivants. Mais la réintroduction, ça ne suffit pas. La réintroduction, si on ne leur permet pas, par exemple, mettre une cabane oiseau, mais ne pas permettre à l'oiseau de se nourrir, il va repartir. C'est assez instinctif. De cette déduction, on se dit qu'il va falloir peut-être aller un peu au-delà, d'aller au-delà de tous ces projets de paysage qu'on vient mettre dans nos projets de réhabilitation, sur lesquels on s'est informé, on a échangé, on a compris justement de nouveaux métiers comme l'écologue, qui devient un élément prégnant dans nos projets. Il va falloir qu'en tant que concepteur de la ville, on change peut-être de positionnement. Parce que finalement, aujourd'hui, on se rend compte que la ville de Paris, par exemple, c'est un très bel exemple. Pour réhabiliter les bâtiments, en général, on va les vider de ses occupants, on va le vider de ses usagers, de ses habitants, que ce soit humain ou non humain. Mais on ne va pas pouvoir vider tout Paris pour réhabiliter Paris. Donc, comment fait-on pour venir intervenir dans un bâtiment parce que quand on intervient pour faire une réhabilitation, c'est pour mieux vivre. Mais comment on va intervenir sans vider, ce qu'on avait l'habitude de faire quand même de manière récurrente pour aller réhabiliter, mais en améliorant le cadre de vie. Peut-être que si on n'a pas totalement la réponse à cette question-là, peut-être qu'on peut changer un petit peu la question. Du coup, peut-être qu'on va peut-être pas réhabiliter le bâtiment, mais qu'on va peut-être réhabiliter l'habitat, le côté habité, le côté vivant. Et quand on change cette question, on va pouvoir changer la réponse et de se dire que au lieu d'aller intervenir sur le dur, le construit, le minéral, peut-être qu'on peut agir avec ce qui est vivant.
Alors ça veut dire qu'il va y avoir une partie qui va aussi nous échapper, mais ce qui va faire aussi que nos projets vont nous survivre, comme l'exemple du projet en Chine où finalement le projet continue de vivre après vous. Et de ce postulat-là, en fait, on continue d'avoir une interaction. On se rend compte que comme l'écosystème qu'on a pour vivre, en fait, dans nos cheminements de pensée, il faut aussi un écosystème. C'est là où on va chercher d'autres personnes. On ne va pas chercher à aller faire de l'innovation, mais au contraire, aller chercher de l'interaction et pouvoir faire un projet en fait, qui se fonde sur des choses qui existent déjà. Notamment quand on fait une réhabilitation, on va s'intéresser à analyser l'existant, apporter par exemple des indicateurs, etc. Mais finalement, comme toute pensée, on va dire scientifique, la donnée qui en résulte, on en fait un petit peu ce qu'on veut. Et du coup, l'utilisateur de cette donnée aussi. Donc l'idée qu'on a mis en place en fait dans cette réflexion que vous voyez, qui est un long chemin, un long processus, c'est de se dire que au lieu d'aller, par exemple, changer tous les réseaux dans un bâtiment pour aller améliorer l'habitat, peut-être qu'il est peut-être plus intéressant de se dire qu'on va aller voir comment aller habiter mieux, aller enrichir notre écosystème avec de nouveaux éléments vivants. Je te propose, Coralie, on redéveloppera ça après dans un projet très concret que tu nous présenteras. On a beaucoup parlé justement de la création des espaces, des espaces verts notamment, qui ont un impact effectivement en termes de résilience, qui ont un intérêt en termes de confort et bien-être des gens. Dans le rapport nature que vous avez produit chez Covivio, il y a effectivement cette strate du paysage, on va l'appeler comme ça, mais il y a aussi une autre strate dans la biodiversité qui est intéressante à développer et Jean-Henrique, je te laisse en parler avec... on en a un peu parlé tout à l'heure avec le biosourcé, avec le bas carbone. Je te laisse parler de ce sujet des matériaux. Oui, alors effectivement, il y a la question à l'échelle de l'immeuble, des actions qu'on peut avoir et qui auront un impact. On parlait des terrasses végétalisées tout à l'heure, effectivement, notamment sur les îlots de chaleur, ça aura un impact positif. Donc là, il y a déjà un changement d'échelle. Mais un changement d'échelle aussi dans notre réflexion et qui a sous-tendu l'écriture de ce rapport climat, ça a été de se dire que sur le site, on a une certaine marge de manœuvre, mais sur un haussmannien, par exemple, juste avec une cour, les actions qu'on pourra avoir sont quand même limitées. Et de faire le constat que c'est plus en amont en fait, qu'on va avoir avec des besoins en matériaux. Donc en amont, on aura besoin de matières premières. Donc on s'est livré à un exercice qui s'appelle le GBS, Global Biodiversity Score, donc qui a été mis au point par CDC Biodiversité et qui nous a permis en fait d'analyser les dépendances sur l'ensemble de la chaîne d'acteurs. Et donc c'est une espèce de calcul du poids biodiversité sur l'ensemble de notre chaîne d'acteurs. Ça nous a permis d'identifier un certain nombre de leviers, un plan d'action qui se conjugue pas mal aussi avec par ailleurs le sujet carbone. Et donc biodiversité plus carbone égale nature. Alors c'est pas moi qui le dis, il y a TNFD, enfin un certain nombre d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Et de sorte que notre rapport carbone est devenu effectivement fin 2024 rapport nature, où on explique nos trois grands axes, nos trois piliers. Donc c'est éviter la dégradation des habitats naturels, réduire notre consommation de ressources et puis contribuer à l'amélioration de la biodiversité en ville. Et le tout se déclinant en 21 objectifs en tout, et donc qui intègre aussi bien sûr des sujets d'économie circulaire, de résilience, qui vont aussi dans le sens indiqué. Oui, on va effectivement pas énumérer les 21 objectifs, mais j'invite tout le monde à lire ce beau rapport de Covivio pour les découvrir. Maxime, on a effectivement parlé de la biodiversité comme étant un levier d'action pour avoir des bâtiments moins impactants. S'il y a un matériau parmi beaucoup d'autres que tout le monde connaît, c'est bien le bois. Et chez Wood & Home, vous en avez fait votre marque de fabrique. Donc je te laisse nous présenter la façon dont vous avez traité le sujet. Merci beaucoup. Donc moi je me suis occupé du développement de Wood & Home ces 2 dernières années. Et Wood & Home, c'est une société qui est née en novembre 2014. Avec comme point de vue au départ, c'est de se dire, on a eu 6 réglementations RT depuis 1974 qui nous ont challengé l'acte de construire majoritairement sur la baisse des consommations énergétiques et les émissions carbone associées à l'intérieur des bâtiments. Et aujourd'hui, quand on fait un bilan carbone au bout de la RT 2012, un bilan carbone
avec une analyse de cycle de vie sur 50 ans, on se rend compte que l'impact des consommations énergétiques et du carbone associé à ces consommations représente que 30% et 70% c'est sur le poids carbone construction que ça représente. Donc, cette RE, qui est extrêmement particulière, elle va nous challenger sur ces différents seuils, 22, 25, 28, 31. Elle va nous demander de compter finement le carbone construction du poids immobilier qu'on va fabriquer. Et donc là, ça va nous faire passer par plusieurs étapes. Ça va nous faire passer par la recherche de moins de matière, ça va nous faire passer par une recherche de procédés constructifs alternatifs et également de matériaux qui bénéficient d'une empreinte carbone différente. L'avantage du bois, c'est que si on additionne stock et flux, c'est qu'il a un bilan carbone négatif. Il est intéressant, il est renouvelable, il est intéressant par ses propriétés mécaniques, donc ça en fait un magnifique outil de construction. Quand je répète sur le stock et flux, c'est que créer un bâtiment en bois, créer en fait des panneaux en CLT, évidemment ça émet du CO2, puisqu'il faut extraire, transformer. En France, on a l'avantage d'avoir une énergie qui est relativement décarbonée. Donc là, c'est déjà un premier poids. Mais par contre, ce poids est complètement annulé par le stockage carbone du bois quand il pousse, dans sa phase de pousse. Et l'un dans l'autre, ça nous amène à un matériau qui est à la fois extrêmement vertueux et également extrêmement intéressant pour ses propriétés mécaniques. Et qui nous permet de mettre le pas vers les procédés constructifs alternatifs et hors site, dont on fait, à mon avis, très largement la promotion dans le salon TIPCA aujourd'hui, et qui va correspondre demain à des enjeux de développement et en fait des outils de développement demain pour construire en ville. Peut-être que le dernier point que je pourrais aborder, c'est que c'est bon évidemment d'un point de vue environnemental, mais c'est également vivre dans un bâtiment en bois a des vertus extrêmement positives. Je vais vous donner un indicateur. Vivre dans un bâtiment dans un logement où l'intérieur, où il y a plus de 50% des panneaux qui sont visibles en bois, c'est jusqu'à 8600 pulsations cardiaques en moins par jour. C'est 2 heures d'activité cardiaque. Donc ça veut dire qu'il y a des vertus physiologiques et psychologiques de vivre à la proximité du bois. Et ça nous semblait aussi des éléments extrêmement intéressants parce que c'était tourné vers l'usage et vers l'homme. Merci Maxime. Vous avez été très concret. On va rentrer à nouveau dans le concret, mais d'abord je vais prendre un petit peu de hauteur pour parler de quelques concepts qui moi, m'ont pas mal questionné. Le premier, c'est le sujet de l'expérience d'expérience de nature. Et en fait, il y a certaines études qui démontrent que l'extinction d'expérience de nature va de pair avec l'extinction de la biodiversité parce qu'on protège bien que ce qu'on connaît. Et donc, dans vos bâtiments, j'imagine qu'il y a aussi cet effet qu'à un moment donné, on veut ramener les gens près de la nature. Il y a une biologiste qui s'appelle Anne-Caroline Prévost qui a identifié qu'un enfant qui grandit loin de la nature, il a vraiment protégé parce qu'elle ne fait pas partie de son cadre de référence. De la même façon, il y a un journaliste qui s'appelle Richard qui lui a popularisé un concept qui s'appelle le syndrome de manque de nature. Et il y en a d'autres, un psychologue de l'environnement, Peter, qui lui parle d'amnésie environnementale générationnelle. Tous ces sujets-là sont des sujets vastes. Le BRE, qui notamment développe la certification BREEAM In-Use, on accompagne pas mal d'opérateurs sur la certification de ces immeubles au sein d'Enco Conseil, pour lequel je suis dirigeant associé. Le BRE a identifié que ce sujet de nature était extrêmement important dans les immeubles, commence à valoriser de plus en plus ce sujet-là. Comment vous, au sein des opérations que vous développez, vous intégrez cet élément pour redonner le goût à la nature aux gens et faire en sorte que demain on la protège et on la préserve. Jean-Éric, je te laisse la parole. Alors, on va présenter quelques projets. Alors, je pense que l'un des premiers sujets, c'est de rendre accessibles les installations. Si on peut projeter les slides. Je ne sais pas du tout là. Non, pas avec ça. Ils vont projeter les slides et ça va. Je sais pas ce que je dois faire de ça. Hop. Alors c'est pas là. Voilà, c'est celui-ci. C'est là. Merci beaucoup. Alors, j'ai fait ça il y a très longtemps parce que depuis, je sais plus ce que je t'ai envoyé. Alors, c'est pas cette vue-là que je pensais vous montrer. C'était plutôt celle-ci, par exemple. Là, c'est Stream Building, donc qui est juste en face du tribunal de grande instance. Et donc là, on a des terrasses végétalisées avec un schéma d'agriculture urbaine. Bon, là, c'est une société en fait qui entretient. On a d'autres sites où c'est en fait les utilisateurs finaux de l'immeuble qui eux-mêmes entretiennent et font pousser un certain nombre de choses. Et avec une spécificité sur ce stream building, c'est que ce que vous voyez en façade ici, c'est du houblon. Donc on a ensuite c'est brassé, et voilà, et on fait une bière
de stream building. Voilà, je ne sais pas si elle est encore déjà très réputée, mais puisqu'on est dans les premières années. Et en tout cas, c'est très sympa. Ce qui est très sympa aussi, c'est la vue que ça offre évidemment sur Paris. Et c'est la raison pour laquelle on s'attache à rendre accessible ces toitures terrasses. Alors, je ne sais pas, c'est moi qui appuie après. Voilà. Alors un autre exemple. Donc le premier, c'était sur un immeuble neuf. Là, c'est un immeuble qui existe quand même depuis un certain nombre d'années, qui s'appelle CB21, qui est à La Défense. On a déjà restructuré de façon extrêmement lourde et qu'on a continué à réaménager, en particulier ici avec par exemple des terrasses donc qui sont situées au-dessus du restaurant d'entreprise. Et un élément très important, c'est la convivialité. C'est-à-dire que sur la plupart de nos projets, on a des terrasses végétalisées. Ce que j'explique, c'est qu'il faut les rendre accessibles. Mais c'est aussi un élément de convivialité, c'est-à-dire pour faire des pots, pour faire des réunions de travail. C'est très apprécié. Et puis un troisième exemple ici. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait comme bêtise. Voilà. Ça, c'est le nouveau siège européen de Covivio, qui est dans Paris, tout près de Saint-Lazare, pas loin d'ici. On a eu une reconquête de 1000 m² extérieurs dans des cours, par exemple. On est revenu sur de la pleine terre en supprimant certains petits locaux techniques, etc. Donc ça, c'est profitable aussi au site, mais aussi à son environnement, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et sur les 1000 m² reconquis, il y a notamment bien sûr pas mal de terrasses qu'on a végétalisées. Et en tout, sur les 1000 m², c'est 500 m² qui ont été végétalisés, ce qui est extrêmement apprécié en fait du personnel et de nos visiteurs. Merci de nous démontrer qu'effectivement, pour avoir envie de préserver la biodiversité, il faut aussi se fondre dedans. Maxime, juste en préambule de cette intervention, tu nous parlais d'un bâtiment que vous avez construit au-dessus du périph'. Et là aussi, on montre la biodiversité parce qu'on montre un bâtiment en bois. Et ce bâtiment ne serait jamais construit s'il n'avait pas été en bois. Et là aussi, on voit un autre intérêt de la biodiversité. D'ailleurs, je vous invite à venir. On fait une conférence demain à 16h, de 16 à 17, justement, sur les possibilités en fait, de la construction hors site pour pouvoir redévelopper la ville et participer au renouvellement urbain. En effet, ce bâtiment, c'est un bâtiment qu'on a fait porte de branchon qui s'appelle Ostar. C'est un bâtiment qui est en R+8, alors que si jamais on l'avait construit en béton, il aurait été qu'en R+3. Justement parce qu'on a un bâtiment qui est en structure et 5 fois plus léger, et en total 3 fois plus léger. Donc c'est un bâtiment qui n'aurait pas eu de sens qui n'aurait pas pu être réalisé en béton coulé. Peut-être l'indicateur, c'est qu'on était les seuls à répondre au concours. Donc ça a été vite désigné, mais avec un projet qu'on a livré là, il y a quelques semaines maintenant. Ce qui est aussi important, c'est qu'on parle de biodiversité. Le neuf, c'est la variable d'ajustement des villes. Ça permet le renouvellement urbain. Et aujourd'hui, on est dans un moment où l'acceptation de la construction neuve, elle est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'hier, pour plein de raisons. Et ça impose à des opérateurs comme nous de progresser partout. Et c'est super. Donc ça en fait une fenêtre d'opportunité intéressante. On progresse d'un point de vue environnemental, on progresse sur l'utilité sociétale des logements qu'on fait. On ne s'est jamais autant concentré sur l'usage. Regardez, il y a quelques années, quand vous voyez les pubs de promoteurs immobiliers, c'était 47 m², 3 m² offerts, cuisine gratuite. Voilà, c'était ça les arguments. Alors que vous achetiez un objet immobilier à 300 000 €, ça représentait 240 mensualités et on vous le vendait comme une boîte de Pringles, quoi. Là, aujourd'hui, on est dans l'expérience habitée. C'est, je pense, un momentum qui est hyper important. Et après, ce sujet de la construction de la biodiversité, c'est oui, redonner envie, retrouver de la proximité avec de la nature. Il faut savoir que l'homme, quand il est dans un environnement naturel, son organisme n'est pas en état d'alerte. Et donc c'est tous les indicateurs que je vous précisais, les 8600 pulsations minutes, mais ça peut être aussi une pression sanguine qui va baisser jusqu'à 7% quand vous êtes dans un environnement naturel, 10% de température de la peau qui va baisser également. Donc ça, c'est des éléments physiologiques que vous ressentez avec la proximité de la nature qui vous font aimer cette proximité-là. J'ai en tête, et je terminerai là-dessus, un projet un peu incroyable qu'on développe à Toulouse, un ancien quartier CEAT. On a 40% du projet qui est en surface végétalisée. On a inauguré différents bâtiments. Il faut savoir que les collectivités et les maires se déplacent pour l'inauguration des jardins et moins celle des bâtiments.
Donc ça montre bien à quel point ça peut correspondre à une attente. On a planté 730 arbres, c'est 300 de plus qu'à l'origine, et on a multiplié par 2 la surface végétalisée, c'est 2 hectares de plus. Donc d'avoir en fait une opération qui a un bilan économique, environnemental, sociétal, qui aligne vraiment tous les plus People, Planet, Profit, c'est aujourd'hui une exigence que nous demandent les collectivités avec qui on discute très régulièrement. Et un autre sujet, et ça on se projette un peu dans l'avenir, cette année vous avez eu chaud, on aura chaud presque tous les ans, on va avoir un sujet de réchauffement en ville de toute façon, la désirabilité de la vie en ville va devenir un enjeu décisif, ça c'est clair, et donc ça va aussi nous demander de progresser partout, parce qu'une France plus 4 degrés, c'est 5,7 fois plus d'heures à plus de 30 degrés en ville. Voilà, donc ça nous demande, nous, de travailler sur le confort d'été, c'est une chose, mais je pense qu'on pourra aller plus loin. On ne l'avait pas répété, mais merci pour la transition, Maxime. Justement, on va parler d'avant-après. Coralie, tu nous as parlé de réhabilitation tout à l'heure. Tu nous as parlé d'un exemple très concret où le avant-après montre comment le sujet de la biodiversité, quand il est bien traité, apporte de multiples avantages à une opération de bâtiment en cœur de ville. Exactement. Si on peut mettre le slide, s'il vous plaît. Oui. Tac. C'est celui où il n'y a qu'une page. Voilà, c'est ça. Parfait, merci. Donc en fait, ce projet, on va dire, il arrive, c'est presque la résultante qui étaye tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, on voit la première photo quand on a découvert le bâtiment, c'est-à-dire totalement artificialisé, dans un cœur d'îlot assez sombre, entouré de logements, et on devait réhabiliter un immeuble de bureaux. Sur cet immeuble, donc on a réfléchi donc déjà comme à une réhabilitation, il n'y avait plus personne dedans, on a refait toute la technique, mais il y avait finalement comment on pouvait apporter un peu plus pour les utilisateurs. Et là, en fait, on s'est rendu compte après coup. Donc, comme je l'expliquais, on est allé au maximum de ce qui était possible de faire pour un projet paysager. Typiquement, par exemple, derrière les éléments que vous pouvez voir en métal, on va dire marron, vert. En fait, c'est des poutres de renfort, et on a pris l'occasion de ces poutres de renfort pour aller planter. Donc en fait, quand justement on est des fois en train de se creuser la tête sur ce qui est possible de faire, justement c'est de se reposer la question de où est-ce que la nature viendrait s'installer toute seule. Donc c'est un peu ce qu'on a fait là, mais finalement on restait vraiment de ce postulat paysager, et quand on a vu le projet, on l'a livré, donc là on se rend compte que la partie architecturale du projet à la livraison était, on va dire, magnifique, à son apogée, tout le système technique était au top du top, et finalement le paysage était moins là. Et là où on s'est dit qu'on pouvait voir ça comme un aspect négatif, et en fait c'est pas du tout un aspect négatif, on s'est rendu compte que certes c'était le projet, de ce point de vue-là, naissait le jour de la livraison, alors que d'un point de vue d'une simple réhabilitation d'un bâtiment, il a son apogée à la livraison. Là, le projet, finalement, il continue de grandir sans nous après. Et finalement, là, on s'est rendu compte que cet espace végétalisé en cœur d'îlot, c'était un endroit qui était plein d'écho avant cette intervention. Aujourd'hui, en fait, on peut parler dans la cour sans que tous les habitants autour participent à notre conversation. Donc on les embête moins. Quand il fait chaud l'été, à cet endroit-là, on a un peu moins chaud, parce qu'il y a un peu d'humidité, etc. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui, en faisant une intervention, c'est-à-dire en plantant, pareil, on a revu quelques oiseaux venir nicher, mais sans pour autant en fait, venir nous embêter sur la terrasse, parce qu'ils ont un espace pour eux. Donc on se rend compte que une cohabitation est en train de se recréer petit à petit, et justement qui nous donne confiance et un peu de baume au cœur sur le prochain projet, pour se dire que là on a une vraie réponse assez simple, parce qu'en faisant très vulgairement, en plantant une plante, on se rend compte qu'en fait on va avoir des impacts sur l'acoustique, et du coup sur le vivre ensemble, sur ce rapprochement de la nature, et finalement avoir une ville plus vivable, parce que si on la réhabilite, c'est pour ça. Merci. Clémence, vous ne travaillez pas qu'en Chine, vous avez aussi de beaux projets à nous présenter en France. Comment, de votre côté, vous démontrez cette intégration de la nature et du bien-être pour les futurs occupants ?
Alors, intégrer le vivant, ça ne consiste pas uniquement à verdir pour décorer. Hein, c'est vraiment renaturer les sols, végétaliser en profondeur, les toitures, les surfaces verticales, chaque petit interstice, et s'inspirer des écosystèmes pour concevoir autrement. Et donc, il est vraiment important désormais de voir la nature comme un investissement et pas comme un coût. Je parlais de définanciarisation de l'immobilier. Cet été, j'ai eu une pensée amusante en lisant les infos avec la bourse qui régulièrement s'effondre, génère des stress énormes. Quand la bourse s'effondre, l'économie s'effondre. Et puis quand l'économie s'effondre, l'immobilier va avec parce que l'immobilier est tellement corrélé à notre économie qu'il ne peut pas en être autrement. Et je me suis dit, mais finalement, quand la bourse s'effondre, le végétal, lui, il continue de pousser. Donc ça paraîtrait assez logique de créer des datas extra-financières qui valorisent justement la présence de biodiversité dans nos BP pour rendre des modèles économiques immobiliers beaucoup plus soutenables. C'était une petite pensée amusante, mais je pense que il faut vraiment je vous invite à réfléchir parce que c'est important de changer de regard aujourd'hui et de remettre la finance vraiment comme moyen et non plus comme finalité. Alors intégrer la nature en ville, au-delà de ses vertus esthétiques qui font déjà du bien, c'est profiter de toutes ces externalités positives, qu'elles soient sociales, pédagogiques, climatiques et également productives. Je reviens sur le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure. En 2050, 80% du monde humain habitera dans des villes. Ça implique également que 80% de l'alimentation des humains sera consommée dans les villes. Et donc la transformation de la morphologie de nos villes, elle est vraiment liée à notre capacité à transiter également dans cet enjeu de l'alimentaire. Alors je vais vous montrer ici 2 projets qui sont choisis sur 2 échelles différentes. L'un que Maxime connaît sans doute puisqu'il est porté par Cogedim. Donc les Halles de Montrouge. Les Halles de Montrouge, c'est un projet qui se situe donc à Montrouge. La ville qui a été portée à l'origine par la ville, qui s'est saisie de l'occasion du déménagement de l'immeuble des éditions Lefebvre-Sarru pour transformer et régénérer tout un ensemble urbain avec un passé très hérité des années industrielles et très minéralisé. Nous, on y développe plus de 30 000 m² de bâtiments avec un mix de logements, résidences gérées, bureaux, crèches, etc. Avec une halle qu'on devine ici, qui est vraiment l'encre des racines du cœur du quartier, et où on développe un parc ouvert de 2000 m², dont 90% en pleine terre, avec tout un travail fait sur la géoénergie, un travail sur les boucles de l'eau, et évidemment sur cette présence de nature qui est là dans les horizontales, mais également dans les verticales pour monter jusqu'en toiture. Petit clin d'œil également, la nature dans les verticales, c'est quelque chose de très important pour créer des vrais supports de biodiversité, parce qu'on parle beaucoup d'installer des ruches, par exemple, en toiture, mais si vous n'aidez pas la petite abeille à faire des pauses tout au long de son voyage, depuis le sol jusqu'au toit, elle pourra pas aller habiter dans les ruches et faire son miel et redévelopper tout le cycle vertueux qu'on connaît. Le deuxième projet que je vous montre, c'est un projet qui s'appelle Inspire, à la Défense, sur la commune de Puteaux. C'est le premier premier immeuble en ossature bois de la Défense que je vous montre parce qu'au-delà de ces formes organiques inspirées des formes organiques du vivant et de ces ouvertures très généreuses sur l'extérieur, on a vraiment travaillé aussi le sujet de présence de nature, tant dans les intérieurs avec cet atrium généreux qui est vraiment empli de biodiversité pour donner ce caractère biophile qui renforce la présence de bois dont Maxime parlait avec toutes ses vertus. Et puis une 5e façade qui apporte près de 2000 m² d'espace végétalisé pour les usagers. Voilà, donc on est vraiment dans cette approche régénérative qui nous engage plus loin que de limiter l'empreinte environnementale des bâtiments ou des quartiers sur lesquels on intervient pour vraiment participer à la régénération des écosystèmes dans lesquels on s'insère. Et pour aller plus loin, on se sert de différents outils au travers de collaborations scientifiques qu'on instruit, et notamment l'observation du vivant. Je vous montre là, c'est un arbre de la vie. Ça vous montre la manière dont le vivant a évolué avec toutes ses composantes depuis 3,8 milliards d'années. Et si vous voyez, en rouge, j'ai positionné l'apparition de notre espèce actuelle, les Homo sapiens, qui n'est arrivée qu'il y a 300 000 ans. Et donc si on fait un rapport, ça c'est aussi intéressant d'avoir ça en tête, si on rapportait 3,8 milliards d'années à 24 heures d'une journée, en fait, nous, on serait arrivé qu'il n'y a que 6 secondes. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, la nature, elle a déjà vécu des périodes de changement climatique liées à des phénomènes exogènes, extraterrestres, ou endogènes. Elle a réussi à s'y adapter. Elle a réussi à s'adapter parce qu'elle est fondée sur 2 principes. Nous-mêmes le sommes, puisque nous faisons partie du vivant. Nous ne sommes pas une extrapolation du vivant comme on a eu tendance à le faire. Donc elle est fondée sur
un principe de sobriété, donc optimiser plus que maximiser, et les relations écosystémiques. C'est-à-dire que la nature se met toujours dans une position où si elle bénéficie de services de ses voisins, elle va en rendre au retour. Et nos bâtiments, nos villes, ils font qu'on les réfléchisse comme ça. Et donc s'inspirer de la manière dont est organisé le vivant, ses mécanismes, ses procédés pour innover du durablement, ça a un nom, ça s'appelle le biomimétisme. Et nous, donc cette manière de penser nos projets, on puise beaucoup dans l'innovation biomimétique. J'essaie d'aller un peu vite parce que je sais qu'on est très en retard. Mais donc voilà, un exemple de projet où là il s'agissait de donner une réponse efficiente en termes d'énergie dans un contexte très aride en Russie, à Skolkovo, au sud-ouest de Moscou, où les températures peuvent descendre jusqu'à -40 en hiver. Là on s'est dit que l'organisation sociale des pingouins sur la banquise était intéressante, parce qu'en plus au préalable on avait un schéma directeur sous forme de cercle qui nous était imposé. Les pingouins et les manchots sur la banquise s'organisent sous forme de cercle concentrique, organisés les uns par rapport aux autres pour créer des îlots de chaleur et se protéger du froid. Et donc nous, intuitivement, on s'est dit, finalement, les petites maisons qu'on doit construire, pourquoi ne pas les imaginer à l'image des manchots et aller rechercher cette économie de température-là. On a travaillé avec des scientifiques pour créer un algorithme qui façonne notre conception, qu'on rentre ensuite dans nos outils paramétriques, pour développer donc un ensemble de maisons pour les chercheurs de ce pôle de compétitivité qui sont sous-organisées par îlots de 9 maisons, orientées les unes par rapport aux autres de manière à créer cet îlot de chaleur souhaité. C'est un projet qui a été livré en 2016, qui est suivi scientifiquement chaque année et qui démontre chaque année que quand il fait moins 40 degrés à l'extérieur du cercle des maisons, quand on se trouve à l'intérieur, il ne fait plus que moins 35. Alors ça reste très froid, mais ça limite les besoins de chauffage quand même. Un deuxième projet rapidement, là on se trouve à Nice où les températures montent de plus en plus. On voulait, donc ça c'est un ensemble de bureaux et de laboratoires, et on voulait pouvoir pousser le bioclimatisme le plus loin possible en s'inspirant d'une espèce désormais endémique qui est le ferrocactus, dont l'enveloppe crénelée en fait lui permet de se protéger des rayons du soleil et de faciliter les échanges thermiques la nuit. Et donc nous on a développé ce bâtiment à l'échelle d'un cactus, ou à l'image d'un cactus, pareil en créant un algorithme qui est venu nourrir nos outils paramétriques pour limiter les apports solaires à hauteur de 30% jusqu'à 70% et aider l'évacuation de la chaleur en pleine nuit. Voilà, donc on mène beaucoup de collaborations scientifiques dans le domaine du biomimétisme, je vous en ai parlé, mais aussi sur l'enjeu de la data climatique. Moi, je suis convaincue depuis des années que le climat, c'est la clé de voûte de la fabrique de nos territoires. Pour cela, on a mené une première expérimentation il y a 1 an maintenant sur la commune du Lamentin en Martinique, où le territoire, de manière très pionnière, a décidé de questionner le réaménagement de son territoire au regard du prisme climatique. C'est une expérience qu'on a menée et qui continue encore avec la start-up The Climate Company, dont nous sommes partenaires, que je vous invite à aller découvrir au stand D14. Je ne peux pas vous raconter tout le projet là, je vous invite à venir me voir après, je vous le raconte. Il y a des choses fantastiques à faire. Il y aura d'ailleurs vendredi une prise de parole de ces structures pour expliquer leur modèle et en quoi effectivement c'est aussi une réponse au sujet de la biodiversité et du bas carbone. Merci à tous les quatre. On a parlé de végétalisation, de renaturation, de biomimétisme, tous ces concepts, toutes ces solutions, surtout que vous nous avez présentées. J'espère ont donné envie à tout un chacun de traiter le sujet sous cet angle. Je rappelle quand même que c'est aussi pour le bien-être des personnes, et ça c'est quand même un concept qui est extrêmement important. On ne fait pas juste ça pour les petits oiseaux, c'est aussi pour l'espèce humaine, pour qu'elle se sente. Merci Maxime sur les chiffres que tu nous as donnés. Voilà, donc j'invite tout le monde à s'emparer du sujet pour traiter évidemment le sujet du bas carbone. Merci à tous.